Bonjour à tous les les poulpadémiciens ou les académoulpes. Académoulpes, ok. Académoulpes. Et bienvenue pour cet épisode 12 de la Postcaf. On se retrouve à deux comme au premier jour. Hein. J'aime bien ces petits épisodes à deux, on est en intimité et ça nous donne l'opportunité de discuter sans avoir l'impression d'être observé. Dit-il en live. Alors, quoi de neuf alors, comme voilà, je vous présente quand même Romain. Hein. Comment ça va, Romain, aujourd'hui? Quoi de neuf? Bah ça va, écoute, plein de choses de neuf. Plein de choses de neuf. Déjà, je suis revenu du ski entier. Ah. Belle perf. Belle perf. Pas le cas de tout le monde. Et, et après, ça bosse sur plein de trucs. Je simplifie les dossiers de l'eau un peu en ce moment. Et je bosse sur des trucs un peu secrets encore pour l'instant. Des futurs projets. Peut-être une communauté, peut-être pas. Je sais pas. Non, faut pas dire. Voilà, peut-être des créneaux dédiés pour aider à l'investigation. Voilà, bah. Ta spécialité, ça, l'investigation. Exactement. Et moi, merci de me demander. Alors, Paul Adrien, comment ça va, toi? Ouais, figure-toi que le 20 et 21 mars, je vais intervenir à la conférence. Je vais faire une conférence pour les shifters au salon Performance environnementale de Pôle Pharma. Donc vous pourrez me retrouver Pôle Pharma. C'est où Pôle Pharma? Trop content. C'est un salon qui va se dérouler à Louviers. Le programme est top, ça va être incroyable. Et je pense il y a moyen qu'on fasse des petits podcasts là-bas aussi. Donc intéressant. Vous n'en perdrez pas une miette. Allez, je te propose de commencer. Alors, j'ai fait un gros teasing sur LinkedIn avec l'annonce du live que j'ai fait lundi en avance vachement. Et alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, j'ai parlé de l'incident. Alors, qu'est-ce que c'est que l'incident? Est-ce que toi, t'en as entendu parler ou pas du tout? À part, au-delà de ce que moi j'avais envoyé au truc de la boîte, est-ce que t'en as entendu parler autrement? Non, j'en ai pas entendu parler par d'autres canaux. Ouais, parce que si tu cherches après sur le sujet spécifique sur Internet, tu en trouves plein de traces. Oui, après j'ai regardé une fois que tu en as parlé, et c'est vrai que... Mais j'en ai pas entendu dans les médias mainstream. Voilà, les médias mainstream n'en ont pas trop parlé. Alors ça suit un communiqué de l'ANSM que j'ai reçu dans ma boîte via, comme je vous en parle tout le temps, qui annonce que Bayer procède à un rappel de 1 puis 2 autres lots, donc en tout 3 lots, pour un total de 16 000 boîtes. Et alors tu vas me demander ou pas, parce que tu t'es un peu renseigné quand même, pourquoi ils ont rappelé ça? Eh bien parce qu'un patient a trouvé un comprimé bleu dans un tube de comprimé marron. Et donc, ce comprimé bleu s'avère être un comprimé de Phénergan 25 qui sont fabriqués sur le même site. Donc, il a trouvé ça. Donc, c'est un Phénergan 25 dans un tube, donc un tube de comprimé de Euphytose, donc 180 comprimés. Donc, c'est assez intéressant. Donc, le Phytose, c'est des comprimés qui sont assez semblables à des Smarties marrons. Et le Phénergan, lui, c'est des comprimés de taille un peu similaire mais inférieure, mais qui sont bleus électriques, donc un peu semblables à des comprimés, des Smarties bleus. Je croyais que tu allais parler d'autres pilules bleues. Et non. Pas de différence. Donc le Phénergan, c'est de la prométhazine, c'est un antihistaminique pour adultes et qui est utilisé en cas d'insomnie occasionnelle. Donc c'est un traitement, c'est un peu costaud quand même. Et ce qui est un peu dommage, c'est que le Phytose, là du coup c'est un peu le même, c'est les problèmes de sommeil aussi. Mais par contre, c'est pas du tout la même cour parce que c'est un mélange de plantes. Donc dans le Phytose, tu vas retrouver de la passiflore, de la valériane, de l'aubépine et de la balotte. Donc c'est plutôt un traitement qui va être à base de plantes, quoi. Donc phytothérapie. D'accord. Et donc retrouver un comprimé de Phénergan. Mais les deux font dormir, quoi. Donc voilà, ça va. Tu peux dire la chance, on n'est pas loin, mais c'est quand même pas terrible parce qu'il faut quand même penser à tous les patients qui sont quand même la grossesse, l'allaitement, l'épilepsie, parce que du coup c'est déconseillé dans ces cas-là le Phénergan, le Phytose aussi.
Après, encore une fois, je ne suis pas là pour prodiguer des conseils pharmaceutiques. Allez voir votre pharmacien si vous avez plus d'informations là-dessus. Un vrai pharmacien. On est en live. On ne peut pas répondre comme je répondrais d'habitude. Donc, aucun cas de pharmacovigilance en lien avec le défaut qualité n'a été rapporté au laboratoire ces jours-ci. Ça veut dire qu'en gros, personne n'a eu de problème de santé liés à ça. Et donc, c'est la seule occurrence qui a été rapportée. Donc, il y a eu pour l'instant, il y a qu'un seul. J'ai préparé ça mardi. Donc, mardi, il n'y avait pas d'autres cas de pilules rapportées, de comprimés rapportés dans un tube. Donc, à un moment, ça concerne que la France ou ça concerne qui Alors, j'ai pas regardé la portée du rappel là, mais les lots, c'était des lots France, je crois, donc ils ont décidé de rappeler les lots France, quoi. Ouais, ok. Voilà. Si vous en avez. Donc, à un moment, il y avait marqué sur le site de l'ANSM que c'était une erreur humaine, mais ils ont retiré ça. Ils ont retiré que c'était une erreur humaine, et maintenant il y a marqué des premières mesures correctives ont été proposées par le laboratoire, et les investigations se poursuivent. Alors, il y a plein de trucs assez intéressants, hein, parce que c'est pas la première fois que je m'intéresse à un cas comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une contamination croisée comme ça. Donc là, on est en face d'une belle contamination croisée. Hein. Là, en effet. Là. Je pense que c'est le. Ouais, parce que c'est vraiment deux produits différents, voilà, d'aspects différents. Enfin, il y a vraiment tout. C'est une belle contamination. Ouais. Donc j'ai fait un peu. Donc à partir de ce que je vais dire maintenant, là on sort tout ce que je vais dire maintenant, c'est on va sortir du communiqué officiel de l'ANSM. Donc c'est des recherches personnelles et mon avis personnel sur plein de trucs. Donc voilà, c'est mon opinion. C'est là où ça devient complotiste alors. Les reptiliens. Non. Donc j'ai fait un peu de recherche. Le Phytose, donc c'est une AMM qui est détenue par Bayer. Et Fenergan 25, c'est une AMM qui est détenue par Freelab. Donc j'ai des bases de données organisées personnellement là-dessus. Et donc j'ai fait un recoupement. En fait, au final, des AMM sont détenus par Freelab et Bayer, mais ils sont fabriqués ils sont sous-traités en fait. Hein. Donc les deux sont fabriqués par un sous-traitant, donc le même site. Donc là, vous pouvez aller rechercher. C'est pas très difficile à trouver ça. En vrai, quand là maintenant vous avez ces deux informations-là, vous pouvez aller trouver qui c'est. Et donc, il existe plusieurs différences dans les présentations qui vont permettre d'en savoir plus sur l'événement. Alors, les deux comprimés sont enrobés, ok ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire déjà de ça, mon petit Romain ? Qui sont jolis. C'est vrai, c'est exact, c'est très juste. Ils sont jolis. C'est ça qui va leur donner leur belle couleur marron et bleu. Mais on peut déjà directement en déduire que entre la compression et le conditionnement, il y a une étape. Il y a ce qu'on appelle l'enrobage. L'enrobage. Ok. Et donc, ces deux comprimés, ça veut dire qu'il y a une étape entre la compression et le conditionnement. Et donc, on peut exclure finalement la compression, dans cette contamination croisée, parce que du coup, les comprimés, si ça avait eu lieu pendant la compression, les comprimés, ils auraient été de la même couleur. Donc, il y en a un qui aurait été un peu plus petit, mais du coup, le comprimé, il aurait été enrobé de la même couleur. Donc, il aurait été marron aussi. Donc, ça s'est pas passé pendant la compression, ça s'est passé après l'enrobage. Ça, c'est assez intéressant. Attends, où est-ce que tu mets c'est compression, l'enrobage qui donne la couleur. Voilà, en fait, là, tu as la granulation, enfin en général, tu as la granulation où là, tu vas mettre tes poudres en petites semoules. Ouais. Après, ton mélange de semoule, tu le passes dans ta presse. Là, tu vas le comprimer, tu vas compresser ta petite semoule en comprimé comme tu as, par exemple, typiquement, les comprimés de paracétamol, ils sont jamais pelliculés. Donc, tu vois, cet aspect un petit peu, pas poussiéreux, parce que c'est dépoussiéré, mais tu vois, quand tu poses ta langue dessus, ça fait c'est un peu hygroscopique, quoi. Ça va coller à ta langue. Tandis que les comprimés enrobés, donc là, une fois que tes comprimés sont bien compressés, hop, tu les fourres dans une turbine. Donc c'est un espèce de gros sèche-linge, si tu veux, avec des petits pistolets à peinture qui va venir pulvériser sur les comprimés qui tournent. Donc ça c'est qui va venir pulvériser, si tu veux, une substance
une solution en gros qui va permettre du coup de bien enrober tes comprimés, de bien couvrir tes comprimés. Donc là, ils vont prendre cet aspect typiquement de Smarties, quoi. Donc il y a la dragification qui va là, c'est l'opérateur qui va venir verser du sucre, enfin une solution d'eau et de sucre sur les comprimés pour créer une couche de sucre petit à petit. Et après, du coup, tu as l'autre technique avec les turbines de pelliculage où là, ça va être la pulvérisation d'une substance un petit peu, une substance qui a des propriétés un peu plastiques, quoi. D'accord. Donc là, cette pellicule qui est colorée et qui voilà, fait c'est cette que pellicule qui est colorée qui donne ce bel aspect brillant au comprimé. Ou après, des fois, par exemple, le Nurofen, là, après, ils vont même, ou je sais pas, ouais, voilà, ils vont même pouvoir après imprimer des trucs sur le comprimé. Et là, ça fait des comprimés qui sont nickel, quoi. Donc voilà. Donc si ça avait eu lieu, la contamination croisée avait eu lieu après la compression, les deux comprimés auraient été de la même couleur. Okay. Ensuite, il y a un autre truc intéressant, c'est que le phytose, il vient en tube de 180, donc 180 comprimés. J'ai téléphoné à un copain pharmacien pour avoir la confirmation, Morgane. Et le Phénergan 24, lui, c'est en blister. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Que c'est arrivé avant le conditionnement. Et pourquoi? Parce que s'il s'est retrouvé si c'est deux conditionnements différents et qu'il y en a un qui se retrouve dans l'autre, c'est qu'il est rentré sur ligne déjà. Enfin, le lot était déjà contaminé avant de rentrer sur la ligne de conditionnement. Ouais, exactement. C'est-à-dire, enfin, après, encore une fois, c'est supposition parce que j'ai aucune donnée. En vrai, avec les données sur le site, ça aurait été trop simple. Hein, tu regardes l'enchaînement sur les différentes machines, tu sais exactement comment ça s'est passé. Mais là, bon, bah, c'est vu de ma fenêtre. Voilà. Donc là, on va conclure un acte de malveillance. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, comme je disais, il y a donc les tubes. Là, c'est fait en général avec une compteuse, c'est-à-dire que tu vas avoir plein de comprimés dans une trémie et du coup, il y a les 180 comprimés qui vont tomber dans les tubes, dans un petit entonnoir comme ça. Et donc les blisters, là, c'est complètement différent. Tu vas avoir en fait une distribution, donc la formage des alvéoles. Les comprimés vont venir être mis dans les alvéoles par une boîte à brosse ou par une distribution, etc. Et après, du coup, on va venir souder l'aluminium sur le PVC. Donc, c'est deux technologies qui sont assez différentes et ça m'étonnerait que les deux soient faits sur la même ligne. Donc, à moins qu'on fasse aussi du Phénergan en pilulier, j'en ai pas trouvé. Du coup, la contamination, elle s'est passée entre la fin du pelliculage et le début du conditionnement. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est la seule explication. Enfin, c'est la seule explication. C'est une des explications possibles. Voilà. Donc, c'est assez intéressant hein, de voir comme ça. Et donc, finalement, le truc qui est trop important et ce genre de problème, c'est le vide de ligne. C'est très probablement ce qui a causé notre contamination croisée. Hein. C'est quoi le vide de ligne? Alors, qu'est-ce que c'est le vide de ligne? Eh bien, Jamy, je t'ai préparé une petite diapositive. Alors, le vide de ligne. Donc, les BPF, il n'y a que 3 mentions du vide de ligne. Tu vois bien là, au fait? Ouais, nickel. Ouais. 3 mentions de vide de ligne, 4.19 F et G, et donc dans instruction, formule et instruction de fabrication, et opération de conditionnement 5.50. Je vous les laisserai les lire à la maison, vous écouterez l'épisode de C'est marqué dans les PPF subséquents. Allez. Donc pas beaucoup de mentions, l'air de rien, du vide de ligne dans les BPF. Et donc le vide de ligne, voilà. Est-ce que ça tu vois bien là? Hop là. Là je vois très bien. Donc le vide de ligne, ça se passe entre deux lots. Ok. Donc à la fin, donc tu produis ton lot 1 et donc tu vas arriver à un moment, tu vas voir le dernier IPC, fin de production. Donc là, tu dis boum, t'arrêtes ta ligne, c'est terminé, t'as fini de produire ton lot. Donc ça marche quasiment. Enfin, là du coup, ce que je vais présenter, c'est plus par rapport au conditionnement, mais en gros, c'est pas tous les autres types, c'est pas bien loin quoi. Donc ensuite, une fois que tu en es là, tu vas faire ta réconciliation, c'est-à-dire que tu vas regarder tout ce que tu as acheté, tout ce que tu as produit, tout ce que tu as prélevé, et tu vas comparer par rapport au théorique ce qu'on t'a livré. Ensuite, tu vas faire le tour de ta ligne et tu vas évacuer tous les éléments physiques. Donc, c'est-à-dire, tu vas vider tes poubelles, tu vas évacuer tes AC, voilà. Et là, c'est là où tu clôtures ton dossier.
Ok. Donc ça, ton dossier de l'eau, hop, tu mets tes dernières informations dedans et t'envoies ça avec la palette de produits finis. Je sais pas où c'est, comme c'est dans ton site. Donc là, normalement, sur ta ligne, tu ne devrais plus avoir de trucs qui traînent. Après, il y a les cas particuliers où, où tu peux garder certains types d'AC parce que du coup, tu recommences un peu le même produit derrière. Enfin bref, là, on va parler. Voilà. Donc, tu clôtures ton dossier. Donc là, il n'y a plus de documents, il n'y a plus d'AC, il n'y a plus de produits sur ta ligne. Donc là, il va falloir nettoyer ta ligne. Donc là, c'est là où si tu es sur une ligne suivante, tu vas passer à soufflette, tu vas démonter, tu vas nettoyer tous les trucs qu'il faut nettoyer. Et c'est là, une fois que tout est propre, que tu vas faire ton premier vide de ligne. Alors là, du coup, l'enchaînement que je décris ici, c'est plus moi ce que je constate qui fonctionne le mieux et qui est le plus logique. Après, il y a d'autres sites qui font différemment. Donc là, tu fais ton premier vide de ligne. Qu'est-ce que c'est le vide de ligne? C'est quelqu'un, il va partir du début de la ligne jusqu'à la fin. Donc une ligne de conditionnement, c'est plein de modules qui vont faire différentes tâches. Donc il va y avoir la découpe PVC, la formage, il va y avoir après l'introduction des comprimés, après il va y avoir le formage des boîtes, après il va y avoir la découpe blister. Enfin voilà, il va y avoir plein de modules comme ça qui vont faire, c'est une ligne de conditionnement industriel, qui vont faire des trucs. Et donc là, le rôle de l'opérateur, c'est de regarder partout, à tous les endroits où quelque chose, où un comprimé peut tomber, ou s'il reste un truc de conditionnement, ou enfin voilà, partout il va devoir regarder et être sûr que sur ta ligne, il n'y ait pas un seul truc qui reste de la production du lot 1. Ouais. Ok. Une fois que ça s'est terminé, là du coup, juste on est d'accord que c'est séparé du nettoyage, une étape à part entière. Ouais, c'est une étape complètement différente du nettoyage. Pendant le nettoyage où tu nettoies un truc, tu vérifies qu'il n'y a rien. Très bonne remarque parce que ça, c'est vrai qu'on voit souvent ça dans certaines entreprises. Où effectivement ils combinent le vide de ligne et nettoyage, et ça c'est une très mauvaise pratique parce que on le verra juste après, mais le vide de ligne, il faut vraiment faire que du vide de ligne, quoi. C'est très très important. Le vide de ligne, c'est vraiment un moment à part entière où tu vas te concentrer sur tout ce qui pourrait rester sur ta ligne et tu vas pas faire autre chose. Si tu t'amuses à nettoyer et regarder en même temps, c'est quasiment sûr que tu vas te distraire par quelque chose et tu peux rater un endroit. Donc pareil, il faut vider tes bacs d'éjection. Enfin, il y a plein de trucs à penser. Bref. Ouais. Donc une fois que ton vide de ligne est fait, ici, c'est là où tu peux mettre ta ligne en pause. Et du coup là, en gros, ta ligne, elle est prête à repartir pour un truc différent, quoi. Donc là, si tu t'es de journée, là c'est là où c'est là où du coup il peut se passer des fois une semaine, des fois il peut rien se passer. Par contre, si tu es en 5/8, t'enchaînes direct. Donc là, tu vas ensuite faire le changement de format. Donc là, des fois, il y a certaines pièces doivent être changées. Voilà. Et ensuite, donc le changement de format, c'est par exemple si tu passes en, je sais pas moi, tu passes en petite boîte, grosse boîte, tu passes de petite boîte à grosse boîte, enfin voilà, des trucs comme ça. Et ensuite après, donc c'est là où t'es encore pas dans le lot suivant, Et ensuite après, c'est là une étape très importante où tu vas faire la vérification du vide de ligne, c'est-à-dire qu'une personne différente du premier vide de ligne va venir inspecter la ligne du début à la fin exactement comme on a fait pendant le vide de ligne. Alors donc on reparlera rapidement de pourquoi c'est important que ce soit une personne différente, mais globalement, quand tu fais quelque chose, surtout quand tu fais une inspection comme le vide de ligne, tu vas avoir tendance à avoir tes préférences et tes raccourcis, quoi. Ouais. Donc on va encore une fois reparler de l'habilitation périodique, mais du coup, avec le temps, tu vas regarder plus à un endroit qu'à un autre et tu vas avoir tes petites habitudes. Et donc en fait, le fait de mettre une personne différente de la première personne, c'est-à-dire que cette personne, elle va avoir des habitudes différentes de la première personne et il y a de grandes chances qu'elle regarde là où l'autre ne va pas forcément avoir regardé. Parce que du coup, si tu demandes à la même personne de faire 2 fois la même chose, elle va le faire 2 fois de la même façon. Elle va faire 2 fois de la même façon, exactement. Et donc à la fin de cette vérification du vide de ligne, c'est là où tu vas débuter ton nouveau lot. Donc c'est là où tu vas pouvoir tu vas pouvoir commander tes AC, commander ton produit, recevoir ton nouveau dossier de lot, etc. Et après, roule ma poule. Donc tu vérifies tes AC, tu paramètres ta ligne, tu fais la vérification du paramétrage, premier EPC, début de production du second lot. Boum. Et là, c'est parti. Et alors, ce qui est intéressant, ce qui est très très intéressant, c'est dans les 4 étapes que je t'ai parlé en plein milieu, là, le nettoyage, vide de ligne, changement de format, vérification de vide de ligne, eh bien, tu n'as pas de document pour tracer ton vide de ligne. Parce que si tu es logique, tu as évacué tes anciens documents et tes nouveaux documents ne sont pas encore arrivés. Et donc, là, il y a une astuce qui est assez intéressante.
c'est de faire Waouh. un formulaire Interlo qui va permettre de tracer sur ce formulaire qui lui restera sur ligne pendant tout cet Interlo et qui va permettre de tracer le nettoyage, le vide de ligne, le changement de format et la vérification du vide de ligne. Et ce formulaire vient se coller en première page du début du nouveau lot. Et donc ce formulaire, il permet à la fois d'identifier la salle, de savoir exactement où la salle en est entre deux lots. D'accord. Oui, tu te pointes, il y a ça, tu sais que Voilà. où t'en Tu es, sais où si t'en es. t'es en nettoyage, le vide de ligne a été fait ou non, la vérif a été faite ou non, quoi. Exactement. Quel lot était avant. Mm. Voilà. Donc ça, Ok. c'est très intéressant d'avoir ça. Hop, on en est où Est-ce qu'on a des questions par rapport Bah écoute, non, je vais réfléchir, mais... Alors j'ai juste Romuald qui nous dit « Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. » Le pire est passé. Qu'est-ce qu'on a Comment on fait donc pour améliorer son vide de ligne? Alors le vide de ligne, pour l'améliorer, ça, de mon point de vue, ça retombe entièrement sur la culture qualité du site. C'est-à-dire que si les gens... Moi j'aurais dit qu'il fallait une checklist. Une checklist qui énumère point par point tous les trucs à vérifier sur le vide de ligne. Pourquoi ça marche pas ça, Romain? Parce qu'avec des cases à cocher, personne coche au fur et à mesure. Tu vas tout faire et cocher tout après. Et du coup, rien certifiera que tu as bien tout fait. Et puis en plus, c'est pareil, pourquoi tu as mis qu'il fallait regarder sous cette machine et pas sous celle-là? Et du coup, où est-ce que tu t'arrêtes? Quelle granulométrie de détail? Et c'est là que les gens vont dire ouais, mais les opérateurs, du coup, ils savent pas par où commencer ni finir. Et ben là, du coup, ce qu'il faut répondre, c'est que c'est plutôt, faut axer ça sur la formation et l'habilitation périodique, avoir une très bonne formation, une très bonne habilitation, plutôt qu'avoir une espèce de checklist qui va vous demander de vérifier sur des endroits plus ou moins improbable ou probable, enfin voilà, et qu'on continue d'incrémenter à chaque fois qu'il y a une erreur de vide de ligne en disant ah, cette fois ça va marcher. Donc voilà, comme je disais, le vide de ligne, ça retombe quasiment entièrement sur la culture qualité du site. C'est-à-dire que si les personnes comprennent les risques associés au vide de ligne, eh bien du coup, elles vont vraiment le faire correctement. Et donc là, il y a plein d'astuces après pour améliorer la culture qualité du site, hein, on verra. Voilà, se prendre un rappel de l'eau, par exemple. Là, du coup, il y en a qui vont avoir un sacré budget maintenant sur formation. Formation. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est Bayer qui prend tout sur son dos. Et c'est intéressant. Hein. Donc là, c'est là où tu mesures un petit peu quand tu bosses chez des sous-traitants, qu'on dit les clients, ils sont chiants, les clients, ils sont chiants. En fait, ils ont raison. Hein, parce que là, du coup, celui qui prend la shitstorm, c'est Bayer. Hein. Ouais, oui, c'est clair. Ouais. C'est leur nom sur la boîte, quoi. Donc, la culture qualité. Donc, la culture qualité, voilà, le principe de la culture qualité, pour résumer très très simplement, hein, c'est que chaque personne qui travaille sur le site comprend les risques associés à son activité. Derrière ça, comment on peut faire pour être certain que les personnes vont se concentrer sur son vide de ligne? Donc là, déjà, s'il sait que c'est important le vide de ligne et que c'est très risqué, c'est une activité du coup que si on se plante, il y a des gros risques. Là, on le voit hein, en exemple direct, qu'il y ait des gros risques que ça fasse une shitstorm, un astrocarton. Oui, parce qu'au final, le risque d'un mauvais vide de ligne, c'est tout de suite la contamination croisée. Ouais, exactement. Donc c'est tout de suite le plus gros risque qui existe limite sur un site, quoi. Ah, le plus chiant. Après, on pourra parler de l'historique de la première contamination croisée en 1905. Bon, c'est une histoire qu'on conserve pour plus tard. Donc là, les bonnes pratiques du vide de ligne. Règle numéro 1, tu fermes ta ligne. C'est-à-dire que quand tu vas commencer ton vide de ligne, boum, tu mets une petite barrière physique pour que personne vienne te faire chier. Ok ? Ouais. Règle numéro 2, la vide de ligne et la vérification du vide de ligne sont réalisées par une personne différente. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Ça sert à justement qu'on ne prenne pas les mêmes raccourcis. Règle numéro 3, téléphone coupé. Alors pourquoi téléphone coupé? Vous allez me dire, oh moi franchement ça va. Parce que et ça, on a une intervention amélioration du vide de ligne. Hein. D'ailleurs petit coup de pub. Et dedans, il y a une mise en situation pratique où il y a, du coup en gros je fais chercher des comprimés je fais chercher des comprimés dans un sac à quelqu'un, etc. Et pendant un des trucs, je fais sonner un téléphone. Enfin, je fais sonner un téléphone qui est dans le sac. Et une fois,
Du coup, elle allait fouiller la poche qui contenait un comprimé, parce qu'il y en a plusieurs à trouver. Le téléphone sonne, ça la distrait, elle dit non, je vais pas répondre, c'est bon. Elle passe la poche, elle va à la poche suivante, bing, comprimé pas trouvé. Et vraiment, Astrocarton. Astrocarton. Faut arrêter de mettre des astrocartons, en vrai. Donc voilà, très intéressant. Donc téléphone coupé. Ensuite, règle numéro 4, celui qui commence est toujours celui qui termine, évidemment, parce que si tu passer les consignes de exactement là où t'en es à quelqu'un d'autre, ça marche pas. C'est quasiment sûr qu'il y a un endroit entre les deux qui va pas être regardé. Donc si jamais on doit s'arrêter au vide de ligne, le prochain il repart depuis le début, quoi. Ouais. Il repart depuis le début. Et règle numéro 5, toujours le vide de ligne est toujours réalisé par une personne qui est formée et habilitée. Alors, qu'est-ce que c'est que la formation et l'habilitation? Donc la formation du vide de ligne se déroule en 3 temps, très important. Tu vas avoir une première formation théorique, c'est un peu ce qu'on fait là, hein, où on va expliquer qu'est-ce que c'est que le vide de ligne et les risques associés au vide de ligne. Mais ça, finalement, ça va apprendre peut-être 5% du truc aux personnes. Ils vont sortir de là en disant putain, ouais, bof. Après, il va y avoir l'habilitation qui elle-même se déroule en 3 phases. Il va y avoir une première phase d'observation sur le terrain, c'est-à-dire que le mec qui se fait former, il va regarder un gars le faire plusieurs fois. Ensuite, il va le faire plusieurs fois, mais supervisé par un autre gars. Et là, si jamais ce gars-là, il rate, enfin, du coup, le gars qui se fait habiliter, il trouve pas les comprimés et que le gars qui supervise son habilitation lui fait confiance et dit bon bah c'est bon, je te fais confiance, je regarde pas, et que il y a une continuation croisée, c'est le responsable de l'habilitation qui prend un carton, quoi. Enfin, qui prend un carton. Ouais. C'est de sa faute. Et c'est là où tu utilises des leurres et des trucs comme ça, c'est ça? Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Donc là, en fait, pendant un moment, il va réaliser supervisé. Et après, à la fin de cette période, quand le gars se sent prêt, c'est toujours important. Enfin, après, c'est dommage parce que les sites n'ont pas vraiment le temps de faire ça. Mais en général, il faut toujours attendre que le gars se sente prêt. Genre, est-ce que tu es prêt à passer ton évaluation? Ah oui, tu définis pas genre, faut qu'il le fasse 3 fois et voilà, après, on le fait 3 fois. Il y a des gens qui vont être, tu leur montres une fois, ils vont le faire correctement. Enfin, ils vont le faire comme à l'attendu, mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres talents, mais que du coup, moi, par exemple, je suis sûr que je serais pas hyper fort. C'est clair. Ce serait plus facile pour en foutre partout. et du coup, bah, il leur faut peut-être plus de que 3 fois, quoi. Donc, voilà, mieux attendre qu'ils soient prêts. Et là, tu vas faire, donc l'évaluateur va voir, là par contre, une checklist des choses importantes à voir. Et par exemple, dans sa checklist, qu'il ferme sa ligne, qu'il éteint son téléphone, etc. Et du coup, c'est là où tu vas cacher des leurres. Et donc le gars, il est en condition réelle, hein, et il va aller devoir trouver les leurres pour confirmer son habilitation. Et dernière étape de cette formation habilitation du vide de ligne, le recyclage. Alors, qu'est-ce que j'appelle le recyclage? C'est que périodiquement, genre tous les ans, tu vas refaire une évaluation de toutes tes personnes pour traquer les mauvaises habitudes justement qui pourraient être prises lors de la réalisation du vide de ligne. Et si tu as ces 3 étapes-là solides sur ton site, tu vas avoir un vide de ligne qui va être vachement cadré, quoi. Ouais. On est d'accord que le vide de ligne et la vérification de vide de ligne, au final, c'est exactement la même manipulation. C'est la même chose. C'est la même action, mais qui n'est pas réalisée au même instant. Oui, qui est réalisée par 2 personnes différentes. Par 2 personnes différentes. Voilà. Alors maintenant, on va voir les outils d'amélioration du vide de ligne. Il y en a 2, et après j'ai 3 outils mixtes. Donc 2 outils mixtes, pardon. Donc le premier outil d'amélioration, ça va être le vignettage. J'en reviens un peu. Voilà, ça peut être quand même intéressant. C'est surtout, ça marche bien aussi pour rassurer, par exemple, les gens qui pensaient que la checklist, ça servait aux opérateurs pour bien suivre ce qu'il fallait faire. En fait, le vignettage, c'est tu pars du début de ta ligne et tu vas aller vignetter les endroits où la personne doit aller regarder. Du coup, voilà, tu vas voir le 1, puis après 2, puis après 3, puis après 4, 5, 6, etc. Il y en a qui le font avec des petites scanettes. Moi, je trouve ça un peu... Moi, je critiquerais ça parce que du coup, les gens, après, ils font juste scanner les trucs sans vraiment regarder, tu sais. Donc là, ça fait un peu l'effet inverse. Par contre, je trouve ça top. Par exemple, toi, tu mets un numéro au fond d'un bac d'éjection où le gars il est obligé d'aller ouvrir le bac d'éjection pour aller regarder le numéro au fond. Ça, c'est top. Ouais. Puis pareil, hein, comme ça, tu as une pratique qui s'uniformise sur les vides de ligne où les gens commencent toujours au même endroit et après, ils ont le même circuit du vide de ligne. Et deuxième outil qui est par contre ultra puissant,
c'est la carte des signaux faibles. Alors là, sur ta ligne, tu vas poser une représentation de ta ligne, c'est un plan de masse là, de ta ligne. Et à chaque fois que tu as une vérification de vide de ligne non conforme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le deuxième gars qui passe, il trouve quelque chose, il va marquer sur sa carte aujourd'hui trouver 2 comprimés derrière le carter de la boucheuse, enfin de la selleuse, je sais pas. Et il met ça. Et après, toutes les semaines ou tous les mois, il y a les responsables du secteur qui vont venir analyser, collecter les cartes, analyser ce qu'on va appeler, du coup, ça va être des signaux faibles, hein, c'est-à-dire que c'est des endroits où le premier vide de ligne a raté. Donc, ça veut dire que c'est des endroits qui soit sont pas à regarder tout le temps, soit sont difficiles à regarder, soit, enfin voilà, soit il y a un truc, quoi. Il y a un truc à faire. Et là, il y a plein de petites actions qu'on peut faire, comme mettre des carters transparents, mettre des miroirs, changer la couleur du fond. Au lieu que ça soit un fond gris et que si tes sachets ils sont gris, du coup tu vas mettre, je sais pas moi, tu colles tu changes la couleur du fond pour que ça sorte direct, quoi. Pour que ça ressorte. Pareil, des fois dans les bacs d'éjection, il y a des trucs qui vont se coincer à des endroits trop bizarres. Et donc du coup tu vas ouvrir ton bac d'éjection, mais le truc il va être retenu au-dessus de la rampe d'éjection. Et finalement, hop, tu rates le truc, le deuxième rate le truc, tu commences ta prod, boum, le blister tombe dans le bac d'éjection, il est réintroduit derrière, gros carton. Et donc là, pareil, hein, du coup, tu fais modifier l'endroit pour que les trucs puissent plus se casser, donc tu peux plus se coincer, donc tu rajoutes un carter, etc. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Pareil, tu peux aussi mettre des lampes, des lumières, comme ça, du coup, c'est éclairé. Il y a tous les endroits bizarres qui sont éclairés. Ça peut être aussi intéressant de mettre un interrupteur vide de ligne, où du coup tous les endroits se retrouvent éclairés, tous les endroits qui sont un peu difficiles se retrouvent éclairés. Voilà, c'est ça. Du machine tuning. Tu mets des néons sur ta ligne. Du bling bling. Donc ça, c'est trop intéressant à faire. Et du coup, les 2 derniers outils que je vais te parler, c'est des outils qui vont être mixtes, qui vont agir et sur le comportement et sur plutôt sur le comportement et sur l'amélioration générale. Donc ça va être l'observation de tâches. On parlera peut-être donc là, c'est organiser régulièrement des observations de tâches sur le vide de ligne. Donc tu vas regarder les gens faire. Donc avec une checklist, en fait, c'est un peu comme ton évaluation, mais de temps en temps, voilà, tu te fais plaisir et en 10 minutes, tu vas regarder 2 vides de ligne qui se font comme ça. Ça va permettre de pouvoir regarder si toutes les pratiques du site, les bonnes pratiques du vide de ligne et tout ce qu'on a défini, que tout est bien fait. Et puis ça va permettre de pouvoir discuter avec les personnes directement. Là, j'ai vu que t'as pas fait ça. Pourquoi? Je sais pas. Le truc est pété. J'ai pas pu regarder. J'ai pas ma lampe. Voilà. Puis ça permet de faire des petites actions correctives comme ça qui prennent pas de temps et finalement qui ont un énorme effet aussi bien sur les habitudes que sur la robustesse du processus, hein. Donc ils vont intercepter les dérives au plus près du truc et ça va. Après, t'es quitte de pas faire une investigation de la mort sur une contamination croisée, quoi. Voilà. Et dernier truc, c'est rendre ergonomique tout ce qui va être dossier de l'eau et formulaire, hein, le formulaire Interlo que je te parlais. Voilà, celui-là, il faut qu'il soit le plus ergonomique possible, avec pas des données casse-pieds à remplir, pas de checklist. Voilà, c'est que les trucs nécessaires. C'est bien organisé, c'est facile à remplir. Et quand c'est comme ça, tu remplis tout de suite mieux et tu fais beaucoup plus attention à la vraie action qui est le vide de ligne, quoi. Oh punaise, 35 minutes. On a dépassé là sur la pause. Là. On a Ludovic Prost qui nous dit... Hey Ludovic, vous résumez exactement, salut à eux. Vous résumez une anomalie de vide de ligne et un défaut de culture qualité. Pas d'accord avec vous, c'est une des opérations les plus complexes à faire, même avec une forte culture qualité. C'est vrai. C'est pour ça que du coup, il y a toutes ces bonnes pratiques qu'on donne. Ouais. Mais en fait, au final, la culture qualité fait que si tu veux pas respecter les règles, ou si c'est pas un truc qui est important sur le site, tu vas pas les faire, quoi. Oui, ça évite de le prendre par-dessus la jambe, quoi. De le faire par-dessus la jambe. Mais on est d'accord. Ouais. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est un bon point à éclaircir. J'ai peut-être été un peu rapide à dire ça. Mais voilà, c'est la culture qualité, c'est vraiment un truc qui joue beaucoup sur le vide de ligne, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, du coup,
je me suis construit un petit outil d'analyse pour comparer du coup, c'est pour ça que j'ai réussi à trouver. Enfin, j'ai réussi à trouver. En fait, en vrai, c'était facile. Mais je vous montrerai ça bientôt, un petit outil d'analyse sur les différents laboratoires et qui fabrique quoi. C'est trop intéressant. Oh. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au Bitcamp. Au bootcamp que je mets le lien dans la description pour les déviations. Et puis pareil, hein, on a une intervention vide de ligne pour vous aider à implémenter. Donc il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres trucs hein, qu'on a sur la culture qualité justement. Donc on a plein de trucs. Donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez plus d'informations sur cette intervention vide de ligne. Voilà, merci à tous de nous suivre. Je sais pas combien vous étiez. On était en moyenne 20. Waouh, c'est trop bien. On est 24 actuellement, dont moi. Punaise, les gars, trop fort. Je suis trop content. Ouais, et puis du coup c'est pareil, il y a énormément de replays sur la vidéo. Il y a 700 replays sur les vidéos. Ouais. C'est un truc de malade. Trop fort. Avec une moyenne de 12 minutes sur les derniers. Donc c'est-à-dire que c'est une moyenne. Hein, les mecs regardaient les 12 premières minutes, ou les filles. Regardez les 12 premières minutes, mais c'est en moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont tout regardé, quoi. Donc, trop bien. Merci à tous. Et du coup, continuez de m'envoyer des questions. Là, j'ai des questions qui sont arrivées, mais plus sur le truc de la semaine dernière. Donc, on les traitera la fois prochaine. On prend le fil la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde!